Salut tout le monde. La vie est remplie d'événements répétitifs. Ces situations récurrentes découlent souvent d'expériences passées intenses qui continuent de nous perturber et de nous déstabiliser intérieurement. Dans cette histoire, plusieurs personnages se retrouvent connectés à travers des expériences traumatisantes. La mort d'une personne lie à jamais deux personnes, les deux se tenant responsables de ce qui s'est passé. ¿Cómo se ve? Como un ángel que nunca vamos a conocer. L'escalator se déplace vers le bas alors qu'une femme âgée, en robe de mariée, avec un carnet rouge à la main, repose sur ses marches. Son âme se prépare à quitter son corps, et les souvenirs de son jour le plus heureux, son mariage, traversent son esprit. C'était une journée parfaite avec un marié charmant, une limousine de luxe et un grand hôtel. Son amant l'a porté dans ses bras jusqu'à l'ascenseur, où ils partagèrent un baiser passionné. Les portes d'un ascenseur différent s'ouvrent, et un type avec des écouteurs en sort. Carlos entre dans l'appartement, où il rencontre son jeune frère Oliver, qui fait les 1000 pas dans la pièce. Il a l'air effrayé, et il essaie d'avertir Carlos de quelque chose. Carlos rejette ses inquiétudes, et il dit qu'il a pu obtenir de l'argent et qu'ils peuvent enfin mettre leur passé criminel derrière eux. Leurs problèmes avec la loi, ainsi que leur addiction, ne leur feront certainement pas du bien. Le frère aîné a pu emprunter de l'argent à sa mère afin qu'il puisse commencer une nouvelle vie. Soudainement, un détective, Marco Molina, arrive. Il a déjà interrogé Oliver, et ce dernier lui a tout raconté. C'est pourquoi Oliver était inquiet. Il a été forcé d'attirer son frère dans le piège. Le flic l'a menacé et l'a fait chanter, exigeant qu'ils se rendent tous les deux. Carlos est indigné, car le policier n'a pas de mandat de perquisition, et il se défend contre le détective, frappant l'arme de ses mains. Les frères fuient rapidement l'appartement et descendent en courant les escaliers. Ils ignorent les ordres de Marco d'arrêter, alors ils tirent une seule balle sur eux. Contre toute attente et malgré plusieurs volets d'escalier, la balle atteint avec succès sa cible. Carlos s'accroche à sa jambe et crie de douleur. Le détective s'éloigne sous le choc et tout à coup, ils entendent tous les trois le bruit assourdissant d'une explosion qui secoue le bâtiment. Oliver crie de panique, essayant d'appeler à l'aide pour son frère blessé. Il enroule rapidement un garrot autour de la jambe de Carlos pour arrêter le saignement, et il se jette sur Marco. Le détective, tenant une arme à feu, le menace et exige qu'il descende les escaliers pour être emmené au poste de police. Il trouve la porte du premier étage verrouillée, et à leur grande surprise, les escaliers ne se terminent pas. ¿Qué si estamos en el piso 1? Faltan tantos pisos por bajar. Pinche edificio raro. Les numéros d'étage sur le mur commencent également à se répéter, et Marco continue de descendre seul. Sous le choc, il rencontre les frères qu'il a laissés 9 étages plus haut. Toutes les sorties sont verrouillées, et le détective accuse les criminels d'altérer son esprit avec une sorte de substance. Carlos pense qu'il y a un lien entre cette étrange boucle et l'explosion qu'ils ont entendue plus tôt. Sa blessure saigne toujours, et il se souvient ensuite de la façon dont sa mère pensait l'avoir perdu, lui et Oliver, dans un labyrinthe d'enfants, alors qu'ils discutaient près de l'entrée. Ils essaient de nettoyer la plaie à l'aide d'une bouteille d'eau d'un distributeur automatique et tentent d'extraire la balle, mais leurs efforts sont infructueux. Après 4 heures à essayer de s'échapper et à appeler à l'aide, Carlos commence à se sentir malade. Il blâme le détective pour tout, mais Marco essaie de se justifier d'avoir appuyé sur la gâchette. C'est comme s'il avait perdu la tête. Pensar en otras cosas, tu mente se va a otro lado y una energía o como una fuerza que me agarró. Deja de mamar, le disparaste, cabrón. Oliver n'accepte pas son explication bizarre, alors le policier part. Alors qu'il monte les escaliers, un roi de cœur miniature tombe de sa poche. Il le déchire en plusieurs morceaux et le jette. Puis il donne à Carlos une pilule qui pourrait le faire se sentir mieux. L'homme blessé s'endort, et Marco partage avec le jeune frère que c'est son 15e anniversaire de mariage aujourd'hui. Il ajoute que sa femme et ses 3 filles attendent avec impatience qu'il les rejoigne pour un dîner de fête. Oliver s'en fiche, et il promet de se venger de Marco si son frère meurt. Ils continuent à manger des collations dans le distributeur automatique, et attendent simplement, luttant pour faire face à la situation étrange dans laquelle ils se sont retrouvés. Carlos se réveille, et il sent qu'il n'y arrivera pas. Dans l'étreinte de son frère, il avoue qu'il n'a jamais vraiment profité d'un seul jour de sa vie. Il attendait simplement que quelque chose se produise et change son destin. Sauf qu'à chaque fois que les choses changeaient, il se rendait toujours compte que c'était mieux avant en fait. Son seul souhait, c'est que son frère évite de répéter les mêmes erreurs et chérisse ce qu'il a maintenant. Carlos meurt, croyant que l'escalier sans fin n'est que le fruit de son imagination. Mais Marco et Oliver sont toujours piégés. Le détective réalise soudainement que 24 heures se sont écoulées et que les collations dans le distributeur automatique se sont réapprovisionnées comme par magie. Il devient à nouveau désespéré, et Oliver profite du chaos pour saisir l'arme. Il pointe le tueur de son frère, et il menace de le tuer. Si estamos soñando, no te va a pasar nada si te disparo, ¿verdad, güey? No estás pensando claro, Il reste debout, face à face, sans aucune idée de comment s'en sortir. Ailleurs, une fille nommée Camila
apprend des tours de cartes par son beau-père Roberto. Le frère aîné de Camila, Daniel, devient irrité par la récitation bruyante de sorts magiques et dit que sa sœur est trop jeune pour comprendre le tour complexe. Roberto lui rappelle qu'ils vont faire un voyage à la mer et le garçon commence à faire ses valises. Il sort un jeu de cartes miniature qu'il a hérité de sa grand-mère et il prévoit d'emmener son hamster avec lui. Roberto essaie en vain de l'en dissuader. Le beau-père a une bonne relation avec la fille, mais le garçon n'est toujours pas disposé à l'accepter. Leur mère, Sandra, rentre à la maison et rappelle aux enfants que chacun d'entre eux doit prendre un inhalateur pour Camila, car elle est asthmatique. Sandra appelle son ex-mari, qui va loger la famille dans son hôtel de bord de mer. Llevas 5 años sobra. Me vuelves a sacar eso y te juro que te mato, ¿sí? Roberto prend le volant et il se dirige vers l'autoroute où ils passeront les prochaines heures. Sur le chemin, l'homme sent quelque chose de bizarre et il sort un morceau de bambou de sa poche arrière. Il ne comprend pas d'où il vient et le jette sur la route. Les enfants se plaignent que la route semble sans fin, même s'il reste encore 4 heures. Bientôt, ils s'arrêtent pour que les enfants puissent aller aux toilettes. Le beau-père achète du jus à la station-service et il offre une gorgée à Camila. Bien que la fille soit allergique à certains fruits, elle essaie la boisson. Elle donne ensuite son inhalateur à Roberto pour qu'il le garde en lieu sûr et s'enfuit aux toilettes. Elle fait confiance à Roberto, bien que son frère insiste sur le fait qu'il n'est pas leur père. Sandra enlève rapidement la boisson à Camila quand elle se rend compte qu'elle contient du jus de citron. Elle gronde Roberto pour son insouciance, craignant que la boisson ne déclenche une crise d'asthme chez la fille. Au bout d'un moment, Camila commence à s'étouffer dans la voiture. Sandra demande à arrêter le véhicule. Et tout le monde cherche frénétiquement un inhalateur. Roberto se souvient soudainement qu'il est dans sa poche, mais il le laisse tomber maladroitement par terre et marche accidentellement dessus, cassant l'appareil. Daniel a également oublié d'apporter un inhalateur de rechange parce qu'il était distrait par l'appel de son père. Sandra exige qu'ils font demi-tour et rentrent chez eux pour prendre l'inhalateur. Ils commencent à conduire, mais ils sont surpris par le bruit d'une explosion au loin. 30 minutes plus tard, ils arrivent à une station-service abandonnée, où Sandra prend les pilules pour sa fille au comptoir sans la présence du personnel. Malheureusement, l'état de Camila s'aggrave, alimentant la colère de Sandra alors qu'elle dirige sa fureur contre Roberto pour son insouciance. L'homme se justifie en disant qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Quand il a marché sur l'inhalateur, c'était comme s'il avait perdu le contrôle de son corps. La femme ne veut pas écouter ses excuses et elle se jette juste sur lui. No hemos pasado por ninguna salida, Sandra. Roberto est le premier à remarquer que la route les mène encore et encore à la même station-service. Il sort une carte obsolète de 1980 et Daniel note que c'est inutile parce qu'elle a 3 ans. Daniel et sa mère sont sceptiques quant à la théorie de Roberto et le garçon tente de s'aventurer seul à la recherche d'aide. Cependant, Roberto parvient à ramener Daniel sur ses épaules et la famille convainc le chauffeur de faire demi-tour et de rentrer. Ils conduisent pendant un certain temps, mais ils ne trouvent pas de sortie. Malgré le coucher de soleil qui approche, le soleil ne semble pas se coucher. Quand ils passent à nouveau devant le même panneau, Sandra devient hystérique et emmène sa fille dehors pour prendre l'air. Ya casi llegamos, ya falta poquito. Nos perdió. Yo confié en él. Camila devient pâle et s'évanouit, et Roberto essaie de trouver où l'explosion s'est produite. Ils passent à nouveau devant le même panneau, et Roberto se rend compte que la seule option qu'ils n'ont pas encore essayée, c'est de quitter la route à pied. Il dit à Sandra et Daniel de l'attendre, et il sort de la route. Mais la femme ne peut pas rester assise pendant que sa fille est en train de mourir. Elle démarre le moteur malgré les protestations de Daniel. Désespérée, elle accélère et se tape les joues aussi fort que possible pour se réveiller de ce cauchemar. Son fils lui demande d'arrêter quand il ne sent plus le pouls de sa sœur. Il porte Camila hors de la voiture dans ses bras, alors que Sandra perd les restes de sa santé mentale et part sans ses enfants. Elle revient à l'endroit où elle a commencé et les renverse presque. Daniel attend Roberto au panneau. Et il voit bientôt l'homme épuisé mendier de l'eau. Il se met à genoux en disant qu'ils sont tombés dans un piège et que lui aussi a marché en rond. De retour à la première boucle de l'escalier, des milliers de collations et de paquets vides d'un distributeur automatique sont triés en piles, recouverts de formules, de mots et de dessins. 35 ans se sont écoulés depuis le début de l'incident. Un vieux Marco aux cheveux gris mange des nouilles instantanées avec ses mains. Il n'est plus capable de marcher et doit grimper les escaliers pour atteindre le distributeur automatique. Tout sur son plancher est complètement délabré et il vit parmi les ordures. Oliver, lui aussi visiblement plus âgé, passe devant le détective. Oliver va beaucoup mieux. Il s'entraîne tous les jours. S'est fait une douche avec des bouteilles d'eau et un miroir avec un coupe-ongles. Il a une routine stricte qui l'empêche de devenir fou. Tous les jours, il n'y a que le distributeur automatique qui est réapprovisionné, mais aussi le sac à dos de Carlos. Son jeune frère prie avec révérence à l'hôtel où sont placés les effets personnels de Carlos, puis il organise méticuleusement le contenu du sac à dos en piles séparées. Bien que l'argent n'ait aucune valeur,
Les pommes, le livre et le lecteur MP3 servent de source de divertissement, faisant qu'il peut s'occuper. Ensuite, il aide Marco à se soulager. Les prisonniers de l'escalier utilisent des bouteilles vides pour ça. Ils mettent ensuite des sacs en papier sur leur tête et prient le squelette de Carlos, qui est accroché au mur. Un pistolet est également placé au-dessus de la tête de Carlos. Alors qu'ils endurent leur malheur commun, ils se rappellent leur vie passée, comptant combien leurs proches ont vieilli en dehors de la boucle temporelle. On est maintenant en 2052, et la plus jeune fille de Marco est sur le point d'avoir 40 ans. Une vie entière qu'il a complètement ratée. Le vieil homme tente également désespérément de transmettre quelque chose de grande importance à Oliver. Todavía no me acuerdo lo que te quiero decir. Nunca me acuerdo. Oliver ne prend pas ses paroles au sérieux et se couche. Avant de s'assoupir, Marco répète sans cesse son nom en essayant de ne pas l'oublier. Oliver s'endort au son du chant répétitif. L'escalator ramène la vieille femme en robe blanche. Le garçon la dépasse et la femme lui donne le hamster qu'elle tenait dans sa main. Dans l'autre boucle, qui a commencé dans les années 80, la voiture de Roberto est pleine d'ordures et de nourriture de la station-service. L'écriture lacrée sur le trottoir marque 35 ans depuis l'incident. Roberto, alimenté par l'alcool, accélère sur l'autoroute, heurtant des débris en cours de route. Sandra est sur le siège passager et Roberto l'utilise pour satisfaire ses désirs. Même si elle est vivante, son regard semble distant, comme perdu dans ses pensées, et elle ne dit pas un mot. Daniel vit dans une tente à l'écart de la route et il prépare de la soupe à base de cactus. Il a construit son logement à partir d'un tas de combinaisons d'ouvriers de station-service, dont il emporte une lui-même. Il s'occupe toujours de son hamster et il part se promener dans les montagnes. Avec de la musique sur son lecteur audio portable, Daniel grimpe au sommet, où il jette les inhalateurs de Camilla qui apparaissent dans son sac tous les jours. Daniel présente des cartes miniatures, faisant le tour de magie que sa sœur n'a jamais réussi à apprendre. Sur le mur de sa tente, il y a de nombreux dessins qui semblent avoir été réalisés par un enfant. Roberto prend ses provisions à la station-service et emmène sa femme aux toilettes. Il continue à rouler le long de l'autoroute sans fin, et soudainement, l'homme trouve le lapin en peluche de Camilla sur la route. C'était son jouet préféré, que la fille emportait toujours avec elle. Roberto prend le lapin et le porte à la tente de Daniel. Il aperçoit le lapin, et il va confronter son beau-père sur la route. Jusqu'à présent, les longs cheveux du gars lui couvraient le visage. Mais il révèle qu'il s'agit en fait du jeune détective Marco, celui qui a tenté d'appréhender Oliver et Carlos. Roberto a quelque chose d'important à lui dire. Pero no me acuerdo que... Así somos los viejos, Daniel. Así somos los viejos, Daniel. On est de retour dans les escaliers sans fin, où le vieil homme se souvient de son nom, Daniel, et avec ça, de toute sa vie passée. Il appelle Oliver et le réveille à 3h du matin. Le vieil homme prétend que s'il dit la vérité à Oliver, il mourra immédiatement. Il demande à Oliver de le porter au mur sur lequel sa famille et ses 3 filles sont dessinées. Marco, ou plutôt Daniel, commence à barrer les dessins, et il crie que ces gens n'existent pas. Pendant 35 ans, il aspirait à une vie qui était un mensonge. Il a tué Carlos parce qu'il vivait une vie qui n'était pas la sienne, perdu sous les traits de l'inspecteur Molina. Pendant ce temps, sur l'autoroute sans fin, Roberto découvre que Sandra a rendu son dernier souffle. Avec Daniel, ils enterrent la femme à côté du corps de sa fille. Le beau-père parle à Daniel, révélant que la dernière fois que sa mère a parlé, c'était il y a plus de 20 ans, lorsque son fils est parti vivre seul. Elle avait complètement perdu tout intérêt pour la vie, et elle a finalement quitté le monde qui avait été un enfer pour elle. Soudainement, Roberto attrape sa tête et se met à crier de douleur. Alors qu'il meurt, Roberto et Marco commencent à expliquer à Daniel et Oliver comment fonctionne l'incident. Ça commence toujours par la mort d'un être cher, et la mort de Camilla n'est pas la faute de Daniel, qui a oublié son inhalateur. Fue mi culpa. Eso yo siempre lo supe. No sabes. Afin de ne pas causer l'incident suivant, il faut écrire son nom, car en apprenant la vérité, Roberto et Marco ont immédiatement oublié leur passé. Peu de temps après, ils ont apporté le chagrin à une autre personne en recréant ce qui leur a été arrivé. Les vieux mourants prévoient qu'après leur mort, une voiture de patrouille et un ascenseur mettraient fin au cycle respectif. Roberto lui-même était un garçon nommé Ruben, qui a également été piégé. Il est parti en excursion scolaire dans la journée, mais lui et son ami ne pouvaient pas revenir en canoë. Alors, l'instructeur les a emmenés sur un radeau en bambou. L'homme a glissé et est tombé à l'eau, frappant le garçon dans le processus. L'ami de Ruben a subi une blessure à la tête et est décédé 3 jours plus tard. Ruben avait passé 35 ans sur le radeau avec l'instructeur et, avant de mourir, l'instructeur a raconté comment, enfant, il s'était retrouvé dans un train qui ne s'arrêtait jamais. Ruben n'a pas écrit son nom et, peu de temps après, il a pu atteindre le rivage. Tout ce qu'il avait avec lui de sa vie passée était un morceau de bambou.
Il est monté dans une camionnette rouge abandonnée sur la route et il s'est rendu à la maison de Daniel et sa mère. Depuis 70 ans, il répète le même cycle, gaspillant essentiellement sa vie en 2 incidents. Daniel ne devrait pas entrer dans la voiture de patrouille et Oliver ne devrait pas entrer dans l'ascenseur. Mais le plus important, c'est de ne pas oublier leur vrai nom, sinon tout se répétera et une nouvelle tragédie ne sera pas évitée. Tout ce qui se passe est une réalité alternative entrelacée avec la vie réelle de Daniel, Ruben et Oliver. C'est comme les mécanismes de leur voyage émotionnel, au plus profond de leur âme. Ces incidents se produisent pour transférer de l'énergie dans le monde réel, et cette énergie est produite et transmise par les mouvements physiques et émotionnels des personnes piégées. Lorsque les jeunes sont piégés, ils créent plus d'énergie. C'est pourquoi leurs vrais homologues se sentent plus heureux. D'autre part, les personnes âgées piégées dans cette réalité alternative donnent moins d'énergie, ce qui finit par affecter leur moi plus âgé dans le monde réel, conduisant à une vie moins heureuse. Avec leur dernier acte, Marco et Roberto remettent aux jeunes partenaires un petit carnet rouge. Mais ils n'écrivent rien là-dedans, et ils se contentent d'enterrer les vieux, impatients de sortir de la boucle. Daniel sort sur la route, où il trouve une voiture de police vide qui l'attend. Il touche la poignée, mais il s'arrête. Il poursuit sa routine pendant une journée. Mais il ne peut plus rester seul dans ce monde vide. Il prend son hamster et son sac, et se dirige vers la voiture. Mais dès qu'il ouvre la porte, sa vie passée devient complètement dénuée de sens, et il oublie son nom. Il lâche ses affaires de ses mains, qui tombent sur la route comme si elle avait perdu tout sens pour lui. Daniel accélère et s'éloigne. Le badge, le pistolet et les fournitures de l'inspecteur Marco sont sur le siège passager. Un cahier rouge y apparaît, contenant une photo d'Oliver et Carlos, ainsi que des formules décrivant la trajectoire de la balle. L'homme se coupe les cheveux et se change en vêtements neufs. Oliver essaie également de résister d'appuyer sur le bouton de l'ascenseur. Il a du mal à accepter ce qu'il a entendu. L'homme monte et descend les escaliers, traverse des émotions contradictoires et met même un pistolet dans sa bouche afin de ne pas causer de chagrin aux prochaines personnes impliquées dans l'incident. Mais finalement, il abandonne aussi et entre dans l'ascenseur. À l'intérieur se trouve un uniforme de concierge et un badge portant le nom de Carl. Dans un cahier rouge, il y a des photos de jeunes mariés et un schéma du corps d'une abeille, ainsi qu'un dessin d'un flacon de médicaments brisé. Il se transforme en employé d'hôtel et oublie son passé. Dans la vraie vie, qui s'est passée en dehors de l'incident, Daniel et Camilla atteignent la mer sans aucun problème. Daniel tombe amoureux, finit l'école et devient policier. Il a 3 filles et il est heureux. Mais sa mère Sandra et Roberto se disputent souvent, ce qui conduit à leur rupture. En conséquence, Roberto s'enfonce dans une vie d'alcoolisme, s'enfonçant plus profondément dans ses habitudes pécheresses jusqu'à ce qu'il finisse par mourir seul. Oliver et son frère aîné blessé sont emmenés au commissariat, où l'homme décide de tourner le dos à la vie du crime. Oliver surmonte avec succès ses addictions et rencontre une fille avec qui il fonde une famille. Marco, qui était entré illégalement dans l'appartement des frères et avait tiré sur Carlos, est forcé de les laisser partir. Se sentant frustré, il rentre chez lui, où il surprend sa femme au lit avec un amant. Marco sort un pistolet et tire un coup de feu, ce qui l'amène à passer les 35 prochaines années derrière les barreaux. Après avoir finalement été libéré en tant que vieil homme faible, il rencontre sa mort dans la rue. Dans une réalité alternative, un ascenseur transporte Oliver, renaissant sous le nom de Carl, et s'arrête au premier étage d'un hôtel. Juste à ce moment-là, les jeunes mariés se précipitent dans l'ascenseur, incapables de contenir leur passion même devant le concierge. La fille demande à son mari de ralentir et commence à discuter avec le concierge, regardant son badge. Carl révèle qu'il est originaire de Russie. Piso 30, su equipaje por favor. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, Carl? 20 años. Le marié donne son sac au concierge et plonge la mariée dans ses bras. Carl l'essuie mais fait tomber accidentellement le sac à dos, faisant un grand bruit. Il sort secrètement une petite boîte avec une abeille et libère l'insecte. Le marié s'approche et demande pourquoi Carl a laissé tomber ses affaires. Et l'abeille le pique sur son bras. Le marié se précipite vers le sac pour attraper le médicament, mais le sac à dos qui est tombé par terre a provoqué la rupture du flacon. L'homme est allergique au venin d'abeille, donc il doit agir rapidement. Soudainement, il y a une grosse explosion. Carl semble revenir à la réalité et il essaie de quitter l'étage avec les jeunes mariés. Cependant, toutes les portes sont verrouillées et le couloir se transforme étrangement en une boucle sans fin, comme le chemin de fer, l'autoroute et les escaliers sans fin que nous avons vus plus tôt. 70 ans plus tard, nous voyons la mariée mourante allongée sur les marches d'un escalator infini. La production de ce film mexicain a pris 1 mois, 2 semaines dans les escaliers et 2 semaines supplémentaires sur l'autoroute. Lorsque le tournage a commencé, l'équipe se sentait un peu claustrophobe, car il devait arriver avant le lever du soleil et partir après la tombée de la nuit. Les choses sont devenues encore plus difficiles dans la dernière partie de la production, car l'équipe a dû faire face au soleil brûlant, à la pluie, au vent et aux moustiques embêtants, tous les défis de la nature.
Tous les jours, le réalisateur Isaac Esban demandait à l'équipe dans quel incident elle préférait être coincée. Au début, ils disaient tous l'autoroute, mais leurs opinions ont radicalement changé au fur et à mesure que le tournage progressait. Les scènes de l'escalier ont été filmées dans un tout nouveau bâtiment de 17 étages situé à Mexico. Presque personne n'y vivait encore, et la plupart des résidents n'avaient aucune idée que leur escalier d'urgence était utilisé pour le tournage, car ils préféraient toujours prendre l'ascenseur. L'équipe de tournage pensait qu'il serait hilarant si quelqu'un tombait accidentellement sur eux et découvrait toute une équipe d'une trentaine de personnes, des dessins bizarres sur les murs et un tas de bouteilles remplies de faux déchets humains. Eh bien, ça s'est finalement produit, mais étonnamment, les gens qui sont tombés sur le plateau étaient impressionnés et ils ont commencé à amener leurs amis comme si c'était une sorte de visite impromptue du musée. Quand il était temps de conclure les choses, ils ont supplié le réalisateur de ne pas retirer tous les éléments artistiques de leur escalier. Lors de la première du film à un festival de cinéma américain, le réalisateur a eu une idée amusante. Vendre des bouteilles avec les déchets d'Oliver et Marco comme souvenir. Malgré quelques difficultés, ils ont réussi à amener les bouteilles du Mexique dans l'avion. Le public a adoré le merch unique et il a été vendu rapidement. Le roman Time Out of Joint de Philip K. Dick, qu'Oliver lit dans le film, fait une apparition dans le film, car le réalisateur est un grand fan de la série télévisée Lost, connu pour faire référence au livre dans ses épisodes. De plus, l'histoire du roman, où les personnages se perdent dans des réalités alternatives, a servi d'inspiration pour le film. Le réalisateur a également mentionné s'inspirer du film Inception de Christopher Nolan. Comme toujours, tu peux trouver le nom du film dans la description. En attendant, dis-nous dans les commentaires si tu as déjà vécu des événements étrangement récurrents dans ta vie. N'oublie pas de laisser un like et de t'abonner à la chaîne pour voir encore plus de récapitulatifs de films.